Sierra. Tango. Yankee. X-ray. Je pensais que monter sur ce bateau sans médicaments contre le mal de mer était un peu audacieux, mais finalement, je crois que je me fais à la musique des navires. Je dirais même qu'elle me ravit. Cet air marin me change de mon bureau et des bibliothèques, même si je connais notre destination. La cinquantaine passée, je découvre que j'ai le pied marin, mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Ça se justifie peut-être par ce satané costume, allez savoir. En tout cas, madame la capitaine, je ne sais pas si vous entendrez ce message, mais permettez-moi de m'excuser. Je sais que mon accoutrement me fait passer pour un usurpateur, mais ça n'est qu'un misérable déguisement du capitaine Haddock. Je n'ai malheureusement rien d'autre à me mettre, donc j'erre depuis le début du voyage dans ces oripeaux de navigateur qui ne reflètent en rien ma capacité à tenir la barre d'un navire tel que le vôtre. Je pensais m'en excuser publiquement tout à l'heure lors du bal masqué, mais bon, mieux vaut deux fois qu'une. À vrai dire, j'aurais préféré embarquer avec une valise remplie des vêtements que je porte habituellement, le même pull ainsi que le même chino, en 7 exemplaires, un pour chaque jour de la semaine. Ce qui me faisait déjà passer pour un personnage de bande dessinée, je le conçois, mais qui m'écartait de toute coquetterie. J'étais à une soirée costumée quand ils sont venus me chercher. Je n'avais pas d'autre choix que de les suivre, donc je suis monté dans leur voiture. Ils avaient déjà ma mallette comme seul effet personnel. Elle contenait les plans, bien sûr, et aussi tout le matériel de mesure. Depuis combien de temps sommes-nous partis ? J'ai commencé à faire des croix dans mon carnet, mais impossible de dire après combien de jours j'ai démarré le décompte. Tout ce que je sais, c'est que je descends à la cale tous les 4 jours et que j'y suis allé une bonne dizaine de fois. Je n'ai croisé personne, sauf peut-être ce journaliste. Mais il ne m'a pas vu, il était trop occupé à dormir en ronflant doucement. Si elle avait continué la descente, il serait tombé sur l'immense dédale de tuyaux et de machinerie. En continuant derrière les rideaux de vapeur étouffante, il aurait pu suivre les flèches peintes grossièrement en jaune. 3e à gauche, puis 2e à droite. Encore à gauche. Puis le long couloir. Il serait enfin arrivé sur le seuil de la pièce. Une imposante salle de 776 mètres carrés, très exactement, aux parois métalliques nues, contenant une seule et unique chose. Le temple que j'ai dessiné pendant de nombreuses nuits sans sommeil. Un édifice modeste, à peine plus grand qu'un pavillon de banlieue. L'avant ressemble au Parthénon avec de plus petites colonnes. Quand on les dépasse, on entre dans une salle décorée avec des arabesques. La 2e salle est à l'intérieur d'une pyramide. Je dis salle, mais je devrais plutôt parler de labyrinthe. Modeste lui aussi. Mais on peut y rester coincé des jours, des semaines, si on en sort. Le temple est une épreuve pour quiconque veut servir celui que nous allons rejoindre à la fin de ce périple. Mais plus le temps passe, plus je me questionne sur mes choix. Je crois que, oui, je n'aurais jamais dû construire ce temple,
ce labyrinthe. Il y a trop de fractales, trop d'angles inconnus. En arrivant, je lui dirai que notre marché est caduque. Je ne veux plus de ce qu'il m'a promis. S'il vous plaît, si vous trouvez le temple, admirez-le seulement de l'extérieur. Ne dépassez jamais son seuil. Tout est ma faute. Faites attention. Oui? J'arrive.